c'était avant tout là. Et sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite finisse de tourner, en ligne de mort. Et puis le type qui parle, il a presque l'air de croire à ce qu'il dit. C'est rigolo. Il est très sympathique, très sympathique. Il n'est pas clair, il n'est pas toujours clair. Ça, une des phrases les plus belles. P comme professeur fin. Dans Beckett, un grand professeur ne fait pas école. Un personnage de Beckett qui dit oh, mais et si c'était un secret du métier? Je le dirais s'ils y tiennent. S'ils y tiennent. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessous. Alors ces interruptions, tu les trouvais stupides parce qu'on n'attend pas? Oui, parce qu'il y a ça, il y a ce premier aspect. Ce que quelqu'un ne comprend pas, il y a possibilité qu'il le comprenne après tout seul. Je trouve les meilleurs étudiants, c'est ceux qui posent des questions la semaine d'après. J'avais un système à la fin, je ne sais pas moi qui l'avais inventé, c'est eux. Ils me passaient parfois un petit mot d'une semaine à l'autre. Ça, j'aimais beaucoup. En me disant, il faut revenir sur ce point. Mais ils avaient attendu, il faut revenir sur ce point. Alors je ne le faisais pas, ça ne faisait rien, mais il y avait cette communication. Et puis le deuxième point très important, dans un cours tel que je le conçois, moi, c'est que c'était des cours quand même qui duraient 2h30. Personne ne peut écouter quelqu'un 2h30. Donc, pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Et dans lequel chacun, ou chaque groupe, ou chaque étudiant à la limite, prend ce qui lui convient. Un mauvais cours, c'est quelque chose qui, à la lettre, ne convient à personne. Mais on ne peut pas dire que tout convienne à n'importe qui. Donc, il faut que les gens attendent. Presque à la limite, c'est évident qu'il y en a qui dorment à moitié pendant. Et alors, par quel mystère ils se réveillent au moment qui les concerne? Il n'y a pas une loi disant d'avance, ceci va concerner un tel, c'est même pas les sujets qui les intéressent, c'est autre chose. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion que d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a pas de... aucun intérêt. Donc, il n'est pas question de tout suivre, même de tout écouter. Il s'agit de se réveiller à temps pour saisir ce qui vous convient personnellement. Et c'est pour ça qu'un public très varié est très très important, parce qu'on sent très bien les centres d'intérêt qui se déplacent, qui sautent d'un tel à un autre. Et ça forme une espèce de tissu splendide, quoi, de texture, oui. Voilà, oui, c'est ça. Alors ça, c'est le public, mais pour ce concert, justement, ouais. Toi, tu as inventé le mot de pop philosophie et de pop philosophe. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Oui, mais on peut dire que ton allure, comme celle de Foucault, était quelque chose de très particulier. Je veux dire, ton chapeau, tes ongles, ta voix. Est-ce que tu as conscience qu'il y avait une espèce de mythification des élèves de cette allure? Comme d'ailleurs, ils ont mythifié Foucault, comme ils ont mythifié la voix de Val. Est-ce que tu es conscient d'avoir d'abord une allure et ensuite une voix particulière? Ah oui, sûrement ça. Sûrement, puisque la voix dans un cours, mettons que si la philosophie, elle, comme on l'a dit déjà, on en a parlé, il me semble un petit peu, la philosophie, elle mobilise et elle traite des concepts. Qu'il y ait une vocalisation des concepts dans un cours, oui, c'est normal. Tout comme il y a un style des concepts par écrit. Les philosophes, c'est pas des gens qui écrivent sans recherche ou sans élaboration d'un style. C'est comme des artistes, c'est des artistes, bon. Et un cours, ça implique des vocalises, oui. Ça implique, ça implique même, je sais mal l'allemand, une espèce de Sprechgesang. Oui, ça, évidemment. Alors qu'il y a là-dessus des mythisations, oh, t'as vu ses ongles, etc. Ça fait partie de tous les profs, mais déjà dans l'école primaire, c'est comme ça. Mais ce qui est plus important, c'est le rapport de la voix et du concept.
C'est le rapport, oui. Ouais, mais enfin, pour te faire plaisir, quand même, ton chapeau, c'était comme la petite robe noire de Piaf. Il y avait une allure très précise. Ouais, enfin, mon honneur, c'est que je ne le mettais pas pour ça. Donc, si ça produisait cet effet, tant mieux, très bien, très bien. Ça fait partie Il y a toujours du rôle du professeur. Est-ce que ça fait partie du rôle du professeur? Non, ça ne fait pas partie du rôle du professeur. C'est un supplément. Ce qui fait partie du rôle du professeur, c'est ce que j'ai dit sur la répétition préalable et l'inspiration sur le moment. C'est ça le rôle du professeur. Toi, tu n'as jamais voulu ni école ni disciple. Ça correspond à quelque chose de très profond chez toi, ce refus des disciples. Je ne refuse pas, ça se fait généralement quand on refuse, c'est que ça se fait des deux côtés, personne n'a envie d'être mon disciple. Moi, j'ai pas envie d'en avoir. Une école, c'est terrible, pour une raison très simple, je vais te dire. Une école, ça prend beaucoup de temps, on devient un gestionnaire. Prends les philosophes qui font école, hein. Que ce soit les Wittgensteiniens, c'est une école. Bon, c'est pas la marade. Les Heideggeriens, c'est une école. D'abord, ça implique des règlements de compte terribles, ça implique des exclusivités, ça implique une organisation du temps. Ça implique toute une gestion, on gère une école. Moi, j'ai assisté entre les rivalités entre les Heideggeriens français menés par Beaufray et les Heideggeriens belges menés par De Velin, c'était la lutte au couteau. Tout ça, c'est abominable. En tout cas, pour moi, ça ne me présente aucun intérêt. Et puis, j'ai d'autres, je veux dire, même au niveau des ambitions, être chef d'école. Faut voir Lacan, c'était un chef d'école aussi. Mais c'est terrible, d'abord ça donne beaucoup de soucis. Faut être machiavélique pour mener tout ça. Et puis je déteste, moi pour mon coup, je déteste ça. C'est l'école, c'est le contraire du mouvement. Je prends un exemple tout simple, le surréalisme c'est une école. Bon. Règlement de compte, tribunal, exclusion, etc. Breton, il a fait une école. Dada, c'était un mouvement. Bon, si j'avais un idéal, je ne dis pas que j'y ai réussi, ce serait participer à un mouvement. Ça oui, être dans un mouvement, oui. Mais être même chef d'une école, ça me paraît pas du tout un sort enviable. Alors, un mouvement, oui. L'idéal, c'est finalement, si tu veux, c'est pas d'avoir des notions garanties et signées ou que les disciples répètent. Pour moi, il y a deux choses importantes. Le rapport qu'on peut avoir avec des étudiants, c'est leur apprendre qu'ils doivent être heureux de leur solitude. Ils arrêtent pas de dire un peu de communication, on se sent seul, etc. On est tous seuls. Et c'est pour ça qu'ils veulent des écoles. Mais ils ne pourront rien faire qu'en fonction de leur solitude. Donc c'est leur apprendre le bienfait de leur solitude. C'est les réconcilier avec leur solitude qu'il faut. Ça, c'était mon rôle de prof. Et puis, le second aspect, mais c'est un peu le même, moi, je ne voudrais pas lancer des notions qui fassent école, je voudrais lancer des notions, des concepts qui passent dans le cours, qui deviennent, pas du tout, je ne veux pas dire qu'ils deviennent quelque chose d'ordinaire, mais qui deviennent des idées courantes, c'est-à-dire maniables de plusieurs façons. Alors ça peut se faire que si je m'adresse aussi à des solitaires qui vont tordre les notions à leur manière, s'en servir comme eux, ils ont besoin, etc. Donc tout ça, c'est des notions de mouvement et pas des notions d'école. Ouais. Et est-ce que tu crois que l'université aujourd'hui, l'ère des grands professeurs est révolue? Ça n'a pas l'air d'aller très fort quand même, l'université. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées là-dessus parce que j'en fais plus partie. Mais j'en suis parti à un moment qui était terrifiant. Moi, je ne comprenais pas comment les professeurs pouvaient encore faire des cours. C'est-à-dire, ils étaient devenus des gestionnaires. L'université, la politique actuelle, elle est très claire. L'université cessera d'être un lieu de recherche. Ça ne fait qu'un avec l'entrée en force de disciplines qui n'ont rien à voir avec les disciplines universitaires. Mon rêve, ce serait que les universités restent des lieux de recherche et que, à côté des universités, soient multipliées les écoles.
Alors des écoles techniques où on apprend la comptabilité, où on apprend l'informatique, etc. Mais l'université n'intervient, même en informatique ou en comptabilité, qu'au niveau de la recherche. Et il y aurait des accords, tous les accords qu'on voudrait, entre une école et une université. L'école en voyant ses élèves poursuivre des cours de recherche, ça oui. Mais dès le moment où on fait entrer dans l'université des matières d'école, l'université elle est foutue, c'est plus un lieu de recherche. Donc, et on est de plus en plus mangé par les histoires de gestion. Le nombre de réunions, etc. à l'université. C'est pour ça que je dis, je vois pas très bien comment les profs ils peuvent préparer un cours. Hein. Si bien que je suppose qu'ils feront le même tous les ans, ou qu'ils en font même plus. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils continuent à en faire, tant mieux. Mais enfin, la tendance me semble être la disparition de la recherche à l'université, la montée des disciplines non créatrices dans l'université, qui ne sont pas des disciplines de recherche. C'est tout ça qu'on appelle l'adaptation de l'université au marché du travail. Et ce n'est pas le rôle de l'université de s'adapter au marché du travail, c'est le rôle des écoles.